Bonjour à tous et à toutes, merci de votre présence. Il y a beaucoup de monde, ça me touche. Il y a Hugo ou pas? Il est là? Ah, le mauvais élève, il devait passer. C'est mon coaché. Il a fait un super talk hier. Ça s'appelle valoriser sans se survendre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il a fait un super score et j'ai un peu la pression, il faut que je fasse pareil. Sinon, il va me chambrer j'en ai pour un an. Je m'appelle Geoffrey Graveau et je vais vous parler aujourd'hui de la face cachée de la performance des équipes de développement. Oui, je suis là en tant qu'observateur, essayer de faire prendre des consciences de certaines choses qui vont vous toucher tous et toutes au quotidien. Et c'est à travers mon métier de ce qu'on pourrait dire coach, où je vais intervenir auprès des équipes, je vais être à l'écoute des équipes, je vais les faire parler, je vais voir ce qui leur ralentit, ce qui leur pose des problématiques, et on va essayer de craquer un sujet. En ce moment, je suis très friand de ce qu'on appelle la Dev Experience, le DevEx. C'est une investigation qui est fondée et sur laquelle il y a des premiers rendements intéressants. L'IAG, of course, le Craft, Accelerate, si vous avez entendu parler avec les Dora Metrics, et un peu de DevSecOps à l'époque, du Prompt Engineering. Bref, je suis assez couteau suisse. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamique. Les personnes qui me connaissent le savent, je peux être très épuisant et m'auto-épuiser et les épuiser avec. Et en entreprise, c'est pareil. Cependant, depuis 2021, post-Covid, j'ai trouvé que l'engagement, le sens dans le travail avait un peu diminué. Il y avait un peu de moi, mais aussi des autres personnes. Et ce que je me suis dit, est-ce que c'est la Covid qui a créé ça? Quels sont les facteurs qui ont créé ça? Alors j'ai commencé à investiguer et me poser quelques questions. Je suis tombé sur ce rapport, Gallup, en 2025. Donc c'est une entreprise, une société qui fait de la recherche autour du management et de tous les sujets autour des ressources humaines. Et dans ce rapport, qui est quand même une investigation à l'échelle, hein, c'est pas le plus pertinent, mais c'est quand même costaud, je suis tombé sur cette première statistique que je trouvais intéressante. Dans le monde, en moyenne, il y a 21% de personnes qui sont dites engage, motrices. Donc vous prenez une entreprise de 100 personnes au Canada, par exemple, en moyenne, vous avez donc 21 personnes dites motrices. Et c'est important, les personnes motrices, c'est souvent des leaders ou des leaders. Et je me suis dit, c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Donc 60 pages plus loin, hein, j'étais quand même hyper motivé, parce que le rapport est assez indigeste. Je tombe, donc page 40, pardon, je tombe sur celle-là. Donc là, on tombe à 13%. C'est quand même une belle chute, hein. Et je me suis dit, bon, on est sur une mauvaise année, c'est pas cool. Bon, si on voit les statistiques depuis 2011, on plafonne en Europe. Bon, et évidemment, la France. C'est là où je me suis accroché. Je suis allé très loin. Donc là, on arrive, page 102. Avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai regardé d'abord à gauche, comme vous tous et vous toutes. Avec un peu de regret et de désespoir, je me suis dit qu'il fallait que je regarde ailleurs. Donc, avec beaucoup encore d'entrain et d'espoir, je suis allé regarder en haut à droite. Et finalement, il fallait que je regarde en bas à droite. Avant-dernier, relégable en L2, mesdames et messieurs. Et le bilan est le suivant. Le constat, selon ce rapport, je répète, hein, c'est plutôt pertinent. On peut trouver mieux, mais c'est pas trop mal. On aurait, selon ce rapport, 3 fois moins de profils moteurs en France que dans le monde. Et ça peut avoir un impact. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et c'est mon métier de coach, hein, comme je suis au cœur des équipes, qui m'a fait découvrir des choses que personne n'avait vraiment en visu. J'ai pris ma loupe, et voici le premier constat que je me fais, c'est qu'on a clairement une perte de proximité avec les strates managériales. C'est cette personne qui m'en a fait prendre conscience, malheureusement décédé en mars 2025, M. Jean-François Aubrist, qui a baigné dans le modèle libéré des entreprises des années 70, très inspiré par Toyota TPS. Et il avait dit la chose suivante. L'entreprise, en 70, était au service de l'ouvrier. De l'ouvrier à l'ingénierie, il y a quand même des choses qui sont communes. Et ce qu'il racontait, c'est qu'en 70, le manager faisait ce qu'on appelle du gemba. Il venait sur le terrain, à côté de l'ouvrier. Il lui tapotait sur l'épaule et lui disait la chose suivante. De quoi as-tu besoin pour mieux travailler? Vous imaginez cette situation en 2026? Tu es en train de coder, tranquille. Ton manager, déjà, il arrive derrière toi. Premier réflexe, Alt-Tab. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'Alt-Tab, ça sauve des vies et des emplois. Ensuite, il vous tapote sur l'épaule. Te permet pas, non, t'as pas le droit.
Et il vous dit « De quoi as-tu besoin ?» Je pense qu'on est tous sidérés de cette phrase. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, selon une étude, une investigation, c'est une des 5 postures de ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Le leadership, ce n'est pas qu'un rôle, c'est un ensemble de comportements, d'accord? Quand on dit qu'on est leader, n'importe qui peut être leader, n'importe qui. Il faut adopter des comportements. C'est avant tout cela. Et bien, il y en a un qui s'appelle le supportive leadership. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, alors ça c'est à l'opposé de ce qu'on appelle le leadership transactionnel. Tu fais quelque chose, je te donne. Le truc classique. Tu fais ça, je te donne un salaire, une récompense. Là, on est sur transformationnel. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, selon cette étude de la psychologie du travail, donc c'est pas n'importe quoi, et des organisations, ça a clairement un impact sur la motivation, l'engagement et l'épanouissement des salariés. Et c'est quand même dommage parce qu'on ne voit plus ce type de leadership. Alors on va me dire, ouais Geoffrey, c'est bien sympa, je vais changer mon leadership, mais pourquoi ça serait rentable? Moi on va me dire ROI, retour sur investissement. Eh bien selon cette étude, une investigation nommée Accelerate, qui est plutôt pertinente et solide, mal comprise, un des événements clés, des points clés dans le monde de l'IT, c'est le transformational leadership. Et ça a inévitablement un impact sur la performance en livraison continue. Et ce qui a été prouvé, mesdames et messieurs, dans une investigation relativement solide. C'est depuis 2018, mais c'est très mal méconnu. Et selon le fait que ça va avoir aussi un impact sur votre performance organisationnelle, rentabilité, reduce time to market, bref, tous les termes qu'aiment bien nos top managers. Donc c'est bien dommage de ne pas avoir ça. Et ça, c'est une des premières révélations qu'on ne voit pas, qu'on oublie. On s'est habitué, on s'est adapté à notre type de management. Mais ce n'est pas leur faute, parce qu'eux aussi ont été formés d'une manière à faire différemment. J'ai continué à investiguer. Je ne vais pas forcément vous proposer des solutions, mais plutôt vous faire prendre conscience de choses, de déclics. Le deuxième constat pour moi, c'est notre contexte de travail dans le monde du développement et la charge mentale qui est associée à ça. On parle tous et toutes de charge mentale, charge cognitive. Mais il y a un constat à faire, c'est qu'on a un contexte de travail bien plus difficile qu'on ne le croit. Un jour, j'ai eu une altercation, il y a très longtemps, avec quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment. Il m'a dit « Moi, mon travail, il est compliqué, pas le tien. » J'ai longtemps culpabilisé. Et je suis tombé sur ce papier de thèse. C'est un thésard qui a fait ça. L'environnement dans lequel on travaille, mesdames et messieurs, est bien plus sujet à des facteurs de stress qu'on ne le pense. Et ça, c'est sous-estimé. Donc les facteurs de risque, c'est quoi? Des environnements dynamiques. Alors je vais vulgariser l'environnement dynamique, on n'est pas là pour faire de la systémie. En gros, vous mettez en place une solution, potentiellement dans une semaine, elle est plus valable. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout l'avènement de l'IA, on le voit très bien. Donc ça, c'est stressant, parce qu'on n'a jamais de base stable. On doit toujours s'adapter. La deuxième, des deadlines très courtes, les fameuses deadlines. Ensuite, des charges de travail relativement élevées, des tâches interdépendantes. Vous attendez le travail d'autres personnes pour pouvoir réaliser le vôtre. C'est quand même assez compliqué. Certitude, pardon. Uncertainty. Donc ici, l'abstraction, il faut comprendre qu'on n'a rien de palpable. Quand un maçon il finit son mur, il a quelque chose de tangible, il rentre chez lui, c'est visuel, il a touché de ses mains. Nous, on n'a pas ça dans notre métier. Et ces abstractions dans le monde de l'informatique tapent aussi sur le système. On n'a rien vraiment de visuel. Et si vous connaissez cette anecdote de la grenouille qui est assez connue, vous faites chauffer une casserole avec une eau à 90 degrés, vous mettez la grenouille dedans, la grenouille par réflexe de survie, pour préserver son intégrité corporelle, elle saute. Mais après, il y a une autre technique. Vous mettez l'eau à 20 degrés, vous mettez la grenouille. Elle reste. Puis 30 degrés, puis 40 degrés, 50, 60. Elle va se cramer sans même s'en apercevoir. Dans le monde professionnel, on appelle ça le burn-out. Parce qu'on a une capacité, une très forte capacité en tant qu'être humain, c'est l'adaptation. Et à la fin, on se retrouve un peu comme ça. On se retrouve comme un rhinocéros sur un fil de fer, on ne sait même pas comment tient le fil de fer. Mais ça s'appelle de la suradaptation. Et ça devient dangereux pour nous-mêmes. Une des suradaptations que je vois très souvent, ce contexte de travail, c'est notamment les managers qui cumulent les réunions.
Je vous mets au défi lundi d'ouvrir le calendrier partagé de votre manager et de trouver une demi-heure pour faire un one-to-one, parce que les one-to-one, normalement, c'est une des missions du management. Je pense que vous allez avoir 2-3 réunions s'aligner dans les mêmes créneaux pour cette personne, très probablement. Mais ça, c'est un problème pour lui ou pour elle. C'est que quand une réunion c'est bien fait, on en sort avec l'avancement d'un projet. Si vous avez une deuxième réunion parallèle qui est bien faite, vous avancez avec 2 avancements de 2 projets différents. Okay, mais qu'est-ce qui se passe pour la personne qui pilote ces projets? En fait, on a un système qui avance plus vite que la personne qui le pilote. Et donc la personne, elle est complètement sans moyens, quoi. C'est compliqué pour cette personne, ça crée de la charge mentale. Et on parle du lead dev, il y a des personnes qui sont lead dev ou l'équivalent, ici, lève la main. Ok, allez, on y va, je fais un petit zoom. Alors, le code, le coding, 300 lignes de code, on ne sait pas si il y a de la logique métier, si c'est bien fait, si c'est bien linteré, s'il y a un bon formatage appliqué. De l'architecture, se battre avec le métier pour ne pas en avoir trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toute la partie business, logique métier. Et après, tous les combats un peu politiques qu'on peut subir. Et puis les nouvelles, un nouveau truc de sécurité. SpecFlow qui passe payant, il faut basculer sur Rock'n'Roll. Ça aussi, c'est un petit truc sympa de 2025. Bref, ça vous parle. En gros, boum. Je vais être violent, hein, mais je pense qu'en mi-2026, avec l'avènement de l'IA, et si on ne code pas mieux, il y a des risques d'augmentation de burn-out des lead dev. Moi, j'ai des lead dev qui m'ont partagé leur anxiété, mesdames et messieurs, du volume de code qu'ils pouvaient recevoir de mauvaise qualité, à relire. Allez, je prends un exemple. La maintenance de code, le fait qu'il y ait une petite partie du travail de dev, ça, ce n'est qu'une toute petite partie, ça a un impact cognitif quand c'est pas fait. Je m'explique. Selon cette autrice, je recommande son livre, donc Felia Hermans. Le livre s'appelle Programmer's Brain. On passerait à peu près 60% de notre temps à lire du code plutôt qu'à en écrire. Certains experts m'ont dit c'est un peu élevé, je passe plutôt 40% de mon temps à lire du code plutôt qu'en écrire. Je vous propose qu'on prenne 50%, d'accord? Si je vulgarise à titre pédagogique, ça donne ça. Tu fais ton daily le matin, et en gros, si je résume, le matin tu lis ton code et l'après-midi tu en écris. Mais si tu ne maintiens pas ton code ou qu'on ne te laisse pas le temps, parce que tu as des deadlines, pour 10 000 raisons, parce que tu es éparpillé, parce qu'on t'éparpille dans le travail, ben en gros, tu ne fais pas de maintenance de code. Et souvent, c'est mis sous le tapis, la maintenance de code. Et donc, ton code devient de plus en plus dur à lire. Et donc, la compréhension du code va avoir un impact sur l'écriture de code. Sauf, c'est quoi qui produit de la valeur? C'est écrire du code. Et on a toujours les mêmes deadlines. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va déborder sur nos heures, on va faire un peu plus, on va travailler le week-end, bref, ça se répercute sur nous. J'aime bien cuisiner, et ça c'est une recette de pesto que j'avais fait à la main, que j'ai retranscrit là ici pour à titre d'exemple. Donc des fautes d'orthographe, Blender écrit un peu en geek, Papa Ours, parce que mes enfants m'appellent Papa Ours, parce que si j'ai pas mon café à 8h30 du matin, je suis très désagréable, bref. Que des bonnes choses et des choses inutiles. Pensez à acheter des pâtes au supermarché. Ça, par exemple, c'est les informations inutiles. On appelle ça un code smell qui s'appelle le dead code en développement. Et puis, ma compagne, je lui dis, reproduis-moi la recette. Elle m'a dit, mais je peux pas. Fais des choses propres, un templating. Allège ma charge mentale. Comme ça, je la ferai en moins de 5 minutes. Elle m'a proposé un template. Mais en termes collectifs, cette maintenance de cette recette permet à tous et à toutes de pouvoir reproduire la recette. Qui c'est qui préfère la recette de droite pour la reproduire? Ah, il y en a qui aiment la recette de gauche? Ah, truc de fou! Ah, vous êtes chaud! Ah ouais! Et donc, en gros, tout ce qu'on appelle les code smells dans le craft, alors les code smells, vous aurez trouvé ça dans le refactoring de Martin Fowler ou dans la clean code de Robert Saint Martin, ce sont de charges cognitives qui se trouvent dans votre code et qui alourdit la compréhension de votre code et qui fait que c'est un élément en plus sur votre charge cognitive et votre fatigue en fin de journée. Deuxième phase cachée. Mon troisième constat, il y en a 4. Celui-là, je l'adore. La mémoire de travail est impactée par la dette technique, ce qu'on appelle la dette technique. Eh bien, votre mémoire de travail est affectée, mesdames. Est-ce que ça vous parle, cette situation
Vous êtes tranquille, et puis on est venu vous interrompre, et là vous faites c'était quoi déjà? J'ai oublié. Et vous devez vous replonger à retrouver l'information. Déjà, vous avez mis 3 quarts d'heure à trouver l'info, et il faut que vous alliez la rechercher. Bon, ça va plus vite en général. Eh bien, je vous explique les 3 règles de la mémoire. Les 3 règles fondamentales de la mémoire sont les suivantes. 1. Votre mémoire est faillible. Règle 2. Votre mémoire est faillible. Règle 3. Votre mémoire... Ah, c'est quoi déjà? Ah oui, est faillible. Si je vous demande, mesdames et messieurs, quelle est l'autrice du livre The Programmer's Brain? Qui s'en souvient? Ah, pas mal. Je rajoute une image. Pour les personnes qui ne s'en souviendraient pas, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est normal. Lorsque vous avez une nouvelle information, normalement je vous ai donné potentiellement 2 nouvelles informations, le nom de l'autrice et le nom du livre. En fait, le premier filtre, c'est ce qu'on appelle la sensory memory, qui dure 2 à 3 secondes, pas plus. Ça, c'est issu pareil d'un papier scientifique. Donc quand vous lisez du code ou une nouvelle info, 3 secondes, et votre cerveau, il filtre. Comme elle dure 3 secondes, comme moi j'ai dit Programmer's Brain juste après, le nom du livre, normalement ça a pu ça a pu supprimer, dégager la première info. Donc déjà, premier filtre. Deuxième filtre, c'est votre mémoire de travail qui va dire connaît, connaît pas, souvenir, et qui va aller faire des appels. Non, j'allais faire une sale blague, mais avec des protocoles, bref. Qui allait faire des appels sur la long-term memory, la mémoire long terme, et tout cela à la fin donne ce que la personne appelle dans le papier la performance, et si vous préférez, du code, voilà, par exemple. Mais il y a un petit problème. Donc dès que vous lisez du code, ça passe par votre working memory. La mémoire court terme. Elle a un problème, cette mémoire, c'est qu'elle dure entre 15 et 30 secondes. Donc en gros, vous lisez votre code, et là, il y a un collègue qui veut vous parler du match de foot des dimanche dernier, ou boire le café avec vous, vous avez reçu un Teams derrière, etc. Bref, les 30 secondes sont passées, potentiellement vous avez oublié le code, vous devez le relire. Puis comme vous êtes lead dev, ben après il y a une urgence en prod, il y a un ci et là, donc vous devez relire le code, etc. etc. Et l'autre problème, c'est que cette mémoire, c'est une petite mémoire, c'est 7 places, 7 éléments, pas plus. Plus ou moins 9, plus ou moins 2 en fonction des capacités de chacun et chacune. Et ça, c'est pareil. Vous lisez une structure d'objet, un record en .NET, avec 7 variables, 9 variables. Dès que vous lisez les 7 premières, si vous lisez la 8e, potentiellement, vous avez oublié la première. Donc d'où faire des abstractions dans le code pour avoir des morceaux plus petits. Le code smell lang méthode, il est lié aussi à ça. Donc en gros, sur Java par exemple, ma mémoire court terme, elle va prendre tout ce qui est pour moi bizarre, int-temp, ouais, pourquoi, for-loop, etc. Et la mémoire long terme, plutôt ce que je connais depuis l'école, les boucles for, etc. Mais la mémoire court terme, elle a un truc particulier, ce qu'elle est friand surtout, c'est les noms de variables et les valeurs. Bon, on va aller voir ça. Avec un petit 42, c'est mon petit signature geek pour ceux qui connaissent le guide du voyageur intergalactique. Donc là, j'arrive sur un code, alors j'ai fait exprès, hein, c'est dégueu, hein. var1, var2, name, temp, d et fin. Donc là, j'ai une structure d'objet, je comprends absolument rien. Et donc j'ai un effort cognitif pour aller comprendre ça. Hein, les var toto, ça vous parle? Ouais. Ouais. Oups, je l'avais oublié. Et en plus, c'est couvert par Sonar, mais comment ça se fait? Bref. La lettre D, donc là, je ne comprends pas. Et en fait, en cherchant, en mettant 15 minutes, je comprends que c'est start date. Et en fait, j'ai tout intérêt à renommer start date, de faire du renaming, pour que ça soit ma mémoire long terme qui soit sollicitée à la lecture. Et pareil pour les autres personnes, les autres membres de mon équipe. Et de la même manière, je comprends que fin, ben là c'est en français, c'est un peu casse-pied, on va tout harmoniser, and date et name, c'était first name. Et là c'est beaucoup plus clair. Et comme c'est plus clair, ça n'a même plus rien à faire dans cette mémoire court terme. Quatrième constat, je l'aime aussi celui-là. Celui-là, c'est mon préféré. Les interruptions dans votre quotidien de travail et l'impact sur la réalisation de vos tâches. Petit sondage. En combien de fois en 1 heure vous estimez être interrompu dans votre travail? Combien de fois, lorsque vous vous concentrez sur une tâche, combien de fois vous êtes interrompu? 0 et 5 fois. Qui dit entre 0 et 5 fois? Vous avez beaucoup de chance.
Ou alors vous travaillez offline. Qui pense entre 5 et 10 fois. Pas mal, hein. Entre 10 et 15 fois. Ah. Entre 15 et 20. Ah, lead dev, bravo. Et plus de 20 fois par heure. Waouh, manager, leader, engineering manager, directeur. Je plaisante, c'est une blague. Qui pense? Non, elle marche pas, cette vanne. Ok, j'oublie. On pourra faire un cut? Merci. En moyenne, on est interrompu selon cette étude. Alors attention sur la source, elle est pas mal, c'est pas le plus fiable. On est interrompu en moyenne 15 fois par heure, soit une fois toutes les 4 minutes. Donc j'arrive le matin, j'arrive à, je sais pas, à 9 heures, je commence à ouvrir mon PC, j'ouvre mes mails, les premiers Teams, les collègues qui veulent boire le café, qui veulent me raconter un petit peu ce qui s'est passé le week-end, le match de foot, les premières urgences, les premières portes qui claquent dans l'open space, les gens qui tirent les chaises, etc. Bref, tout ce qui peut me déconcentrer, sachant que je me déconcentre très vite. Je travaille près d'une porte, donc près d'une fenêtre. Il y a le tram, les gens qui parlent fort, les klaxons. Donc les 15 interruptions, elles sont là. Et évidemment, comme j'ai oublié de mettre en mode avion mon téléphone, les pop-up, les messages, bref, tout ce qui est les puits d'absorption de votre concentration, comme des WhatsApp, etc., etc. Donc on est pas mal. Mais ça a un problème, c'est que ça a un impact sur votre performance. Alors performance, j'aime pas trop ce terme, mais plutôt sur le temps de réalisation de vos tâches, surtout si vous êtes pressé. Ça rajoute 15 à 24% de temps en plus à réaliser vos tâches. Allez, on va faire un petit tableau. Sur une tâche de 60 minutes, une toute petite tâche anodine, vous rajoutez déjà entre 10 minutes et un quart d'heure de plus. Est-ce que ça vous parle de commencer une réunion et de voir quelqu'un travailler sur autre chose pendant cette réunion? Pas du tout. Branchez Internet, vous allez voir. Ça, c'est très probablement parce que c'est une personne avec un profil qui est souvent très interrompu. C'est très probable. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres raisons, mais ça peut en faire partie. Allez, une toute petite US, on rajoute 1 heure dans les dents. Bon, ça va empiéter un peu sur la pause déjeuner. Une bonne tâche, 2 heures, ouvrez. C'est des heures ouvrées, hein, d'accord. Derrière, une semaine, allez, vous rajoutez 10 heures. Donc une journée plus 2 heures. Et enfin, sur un projet d'un mois, hein, tout chef de projet, il ou elle, qui se lance un projet, il sait qu'il rajoute 20% de délai en plus. Il fait bien, parce que c'est directement dans les dents, une semaine ouvrée. Alors, une semaine ouvrée, alors j'ai plus les calculs en tête, mais si vous prenez une semaine ouvrée, vous prenez un salarié à 45 € de l'heure en moyenne, fois 8 heures, fois 5 jours ouvrés, et vous dites qu'il y a 10 membres de l'équipe, ça fait à peu près 15 000 balles dans les dents, juste à cause des niveaux d'interruption. C'est bête. Attention, ne pas confondre interruption et interaction. Parce que les interactions qui aident à l'avancement du projet sont utiles. Par contre, il y a peut-être des interruptions qu'on peut limiter. Et évidemment, toujours pareil, hein, ça a un impact sur quoi? Sur votre planning, et donc sur votre heure de débauche. Et sur vous-même, sur votre vie perso. L'équilibre pro-perso est notamment malmené par les différents éléments que je viens de vous montrer. Mais il y a plus vicieux. Cette personne, donc Winifred Gallagher, a présenté dans son livre Wrapped qu'il existait un lien entre l'attention et le bonheur, d'où l'importance de pouvoir retrouver des niveaux de concentration élevés pour prendre un minimum de plaisir dans son travail. Quand on sait que la racine latine du travail, c'est pénibilité, ce serait bien de trouver un peu de plaisir, un minimum. Donc si je prends une journée, voilà, j'arrive le matin, j'ai tout ça à faire, 3 tâches, et là, boum, j'arrive le matin, je prends une urgence dans les dents. Pour ceux qui font de la prod, du run, ils connaissent. Derrière, je ne peux pas avancer mes tâches, déjà il y a cette frustration. J'arrive à traiter ma tâche, donc elle est là, j'ai traité mon urgence, et puis j'ai réussi à retraiter une autre tâche. Ok, donc ça c'est super content, j'arrive en fin de journée, il est 15 heures, non je plaisante, il est 18 heures, et le problème c'est qu'il me reste encore tout ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, vous allez le ramener chez vous, dans votre tête. Est-ce que ça parle? Alors ça dépend des profils. Est-ce que ça vous parle? Vous allez faire du sport et puis à 18h, 18h30, il y a des premières idées du travail qui vous arrivent. Ou alors vous êtes plutôt des personnes après le repas vers 22h, 23h. Vous faites « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, je vais ouvrir le PC. »
je vais faire mon push commit. Ou alors vous êtes comme moi, non, j'ai été comme ça, les personnes de 2h, 3h du matin, et puis vous allumez votre téléphone et vous devez prendre des notes parce que sinon vous allez oublier. Ou alors ceux de 6h du matin. Bref, cet effet s'appelle l'effet Zeigarnik, mesdames et messieurs. Et l'effet Zeigarnik, c'est cette propension, cette tendance naturelle de l'être humain. Donc c'est notre tendance naturelle, on fonctionne comme ça, de se souvenir des tâches non complétées, non terminées, plutôt que des tâches qu'on a réalisées. Et le problème de cet effet Zeigarnik, c'est qu'avec du temps, ça détruit les relations, même les relations les plus en confiance, les relations humaines. Je peux travailler avec des personnes que je connais parmi vous. Si jamais il y a cet effet Zeigarnik, on peut brouiller notre confiance. C'est ce que prouve cette étude. Voici des éléments du quotidien qui vous parlent, qui n'ont rien à voir avec du pro. Un mur non terminé, une fissure qui vous tâte sur le système depuis quelque temps. Alors j'aime bien le loading 45 minutes, ça c'est pénible ça. D'accord. Pour les plus Sheldon comme moi, le puzzle non terminé. Et enfin, les fameuses tâches ménagères. Est-ce que ça vous parle des couples qui ont des grosses disputes suite à des tâches ménagères non terminées, ou alors des organisateurs de Tour Tech qui ne voient pas une conférence avancer, par exemple? Ça va? Ouais. T'apprends des choses? Tu découvres des choses? Il faut dire oui. Hein. Ah, tu revis des choses, ok. Il n'a pas dit oui. Oui. Oui, voilà. Merci. Vous voyez, effet Zeigarnik. Et ça, c'est pour ça qu'aussi, dans le perso, on a des relations auxquelles on ne s'attendait pas qui vont être détruites parce que qu'est-ce qui est sous-jacent et qui est caché? Potentiellement, cet effet Zeigarnik. On a mis un truc en place qui vient du Lean, qui a été pas mal popularisé dans ce qu'on appelle l'agilité, bref, qui s'appelle les Working Progress Limits. Donc je vais mettre une limite à 2 sur les tâches en cours. Donc là j'en ai 3, j'en rajoute pas. Il faut que je sois en dessous de 2. C'est souvent manuel, il n'y a pas souvent de mécanisme automatique, même dans des outils comme Jora par exemple. Je ne veux pas le citer, mais voilà. Ou Gila, on l'appelle comme on veut. C'est pas automatisé, sinon vous avez un plugin qui doit coûter 120 € par mois pour pouvoir faire ça, bref, c'est une honte. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi ça qui va me tomber sur le système, donc là aussi, il faut que je mette un max, et là aussi, bref, ça devient des Working Process Limits, donc tout ce qui est dans mon process, dans mon flux de travail, c'est ça qui est important, mais malheureusement, ça ne tient pas très très longtemps. C'est vite brisé. Qu'est-ce qui est plus fort que ces working process limits? Qu'est-ce qui est plus fort que tout ce que vous mettez en place, que vos DOD, vos DOR? C'est pas Batman, c'est pas Superman, c'est Deadline. Pardon. Deadline, faut que j'arrête de le personnaliser ce truc. La deadline, ça va être souvent des éléments qui vont faire que toutes les bonnes pratiques qu'on essaie de mettre en place, maintenance de code, etc., vont être brisées. Et je reviens, c'est un facteur de stress et de risque qui est dans notre environnement de travail et qui nous affecte énormément. Et je pense qu'on le vit tous et toutes. On dit tous et toutes, mais il faudrait faire comme ça, oui, mais il faut le livrer vite, ouais, mais c'est pas propre, mais ouais, mais on n'a pas le choix. Et malheureusement, ça a un impact sur vos performances. C'est un cercle un peu vicieux. Voici les 5 voleurs de temps selon ce livre. Je vous recommande la lecture de ce livre pour ceux qui sont friands un peu de tout ce qui est management visuel. Dominica De Grandis, Make Work Visible, et un des voleurs de temps principaux des équipes, Too Much Working Progress. Et ça a été prouvé dans ce livre. Donc quelqu'un qui vous dit, on ajoute des tâches, non, non, non. C'est bien d'avoir quelqu'un qui dise, non, non, on va pas prendre des tâches en plus, on va terminer celle-ci, soit tu priorises, etc. Mais on ne va pas cumuler les tâches, on va faire exploser l'équipe, sa capacité, elle va être fatiguée. Et toujours pareil, un impact sur nos plannings personnels, sur notre vie privée potentiellement, sur cette fameuse balance, équilibre, vie pro, vie perso. Dans son livre, Dominica De Grandis dit encore un truc que je trouve intéressant. Il faudrait apprendre à savoir dire plus non au métier et avoir moins de working progress. J'adore l'idée. J'ai vu des entreprises commencer à le faire, mais c'est quand même délicat de dire à la personne qui te paie, non, on va en faire moins. Il faut quand même avoir des arguments. Je sais qu'il y en a qui le font, mais
Je sais que c'est pas simple parce qu'on rentre souvent dans des discussions où ça engage du business, un peu de politique, etc. Et très souvent, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est très difficile. Alors, comment faire? Est-ce qu'il y a des opportunités pour les entreprises en 2026 pour pouvoir essayer que ces petits éléments qu'on ne voit pas deviennent visibles, qu'on en ait conscience et qu'on essaie de faire quelque chose? Il y a des perspectives, heureusement. Et c'est pour ça qu'il y a ce talk. Déjà, il va falloir faire comprendre, et c'est là où je fais une acculturation au niveau managérial et top management, qu'aujourd'hui, ces deux éléments, well-being et job satisfaction, ce sont des facteurs de performance dans les entreprises qui font du software development. Il a été prouvé, et il est dans ce catalogue, vous avez le lien, que ces deux éléments font partie aujourd'hui des facteurs de performance. Donc en gros, des équipes qui ne sont pas fatiguées et motivées, elles travaillent mieux. C'était logique, mais il a fallu attendre une étude pour le prouver. Parce que derrière, il y a quand même des perspectives de ROI qui sont associées. Deuxièmement, il faut rappeler aussi le code du travail. Donc c'est Yuri, l'année dernière, qui a fait un talk sur le DevEx de 15 minutes, qui était venu cette salle, je ne sais plus, qui l'avait mentionné. L'employeur est obligé de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le problème, c'est qu'on se suradapte. Et comme on se suradapte, on n'exprime plus forcément nos difficultés du quotidien. Et on pense que le problème, c'est nous. C'est ça le pire, alors que c'est le contexte de travail autour de nous. C'est ça le pire, c'est qu'on croit que c'est nous le problème. Et ensuite, l'entreprise, alors c'est là où c'est un peu très gentil, ils doivent tendre à l'amélioration des situations existantes. Alors tendre, on peut jouer dessus. Hein. Oui, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, c'est bête. Voilà, on a rajouté plus de travail, de projet, mais ça n'a pas marché. Bon. Alors il y a une solution, moi je vois ça souvent en entreprise. Moi ça, le message c'est foutez-moi la paix, je veux me concentrer. Ça j'ai eu du mal à le comprendre, parce que je suis quelqu'un de sociable et j'aime bien proposer un baby-foot à des copains, etc. Et j'ai un collègue qui est passé leader dev en novembre de l'année dernière. Il mettait son casque et de manière très sympathique, je vais le voir, viens, on va faire un baby. Il avait les traits fermés et je sentais que dans sa tête, il était encore dans son travail, il n'était pas dans l'amusement. Il est quand même venu. Mais j'ai pris conscience qu'en fait, je l'avais coupé. Je l'avais coupé dans sa concentration. Lui, il est venu parce que c'était un bon moment. Mais en fait, maintenant, je fais attention et je vais essayer de le solliciter quand je sens qu'il n'est pas trop chargé. Et ça, c'est un message. J'ai besoin de me concentrer. J'ai besoin d'être en ce qu'on appelle le deep work. Alors, est-ce que la solution, c'est d'acheter des casques pour tous les membres d'une entreprise? Je ne suis pas sûr. Il y a d'autres choses mieux pour essayer de retrouver du plaisir, de la concentration, et c'est cette notion de deep work. Je vous conseille le livre de Cal Newport sur ça. Il est vraiment très intéressant, la lecture est très intéressante, et c'est appuyé avec des études et des fondements. C'est-à-dire que Cal Newport, il n'a pas dit « j'ai vu un truc et je vous le raconte ». Derrière, il est allé chercher quand même, par endroits, des choses solides qui sont très pertinentes. Je crois qu'il parle de l'effet Zeigarnik, je crois encore dedans. Donc ça, c'est très très bon livre. Et cette notion de deep work, voici un exemple que j'ai vu dans une entreprise, je ne peux pas la citer. Non, je ne peux pas la citer malheureusement, mais j'étais DevOps pour une équipe, j'étais en support. Alors DevOps au sens très technique, hein, d'accord, soutien Kubernetes, etc., observabilité. Et voilà le programme qu'ils avaient fait. Donc le matin, ils avaient les meetings, c'était le choix d'équipe. Hein. Et l'après-midi, deep work pour coder. Un mardi après-midi, j'étais sur un autre projet, j'ai voulu contacter Laetitia, je me souviens toujours de son prénom, et j'ai dit Laetitia, j'ai besoin d'une information pour avancer moi de mon côté. Et elle m'a répondu gentiment, hein, avec beaucoup de délicatesse, je suis désolé, je suis en deep work, et la règle c'est plutôt que tu auras l'information en meeting, les meetings sont faits pour ça. J'avais pas eu l'info. Et le lendemain matin, le Scrum Master, qui était le garant des deep work de l'équipe de dev, m'a rappelé la règle, m'a dit j'ai oublié dans ton onboarding de te le dire. Ben voilà, en fait, il y a des sessions de deep work l'après-midi et les développeurs n'interagissent qu'entre eux quand ils ont besoin d'interagir entre eux. Et la seule personne qui peut les déranger, c'est potentiellement le lead dev. Mais pour les projets qui sont en train de développer. Et j'ai aimé cette idée. Il y a une petite faiblesse là-dessus, c'est propre à ma personnalité, peut-être à vous aussi, c'est que moi je suis plutôt frais et disponible à créer, à coder le matin, pas l'après-midi. Mais il y a quand même besoin de les deep work d'équipe. Je le vois chez un géant d'e-commerce français, on va l'appeler c'est pas trop cher. Le mercredi est dédié à du deep work à toutes les équipes. Toutes les équipes, le mercredi, sont dédiées à du deep work. Et j'adore l'idée. J'adore l'idée de se dire, on est tous d'accord, il y a un contrat
entre nous de ne pas s'interrompre le mercredi, sauf urgence. Et j'adore l'idée. Chacun et chacune a sa manière de fonctionner. Je pense même chaque équipe a sa manière de fonctionner. Le but est de trouver qu'est-ce qui peut convenir à chacun. Donc ça, j'adorais ce planning. Et il y avait donc le deep work. Ce qui est très dur, alors le terme est violent, le terme est sacralisé, c'est un peu moche, mais ce que je veux faire comprendre, protéger ces sessions de deep work. Parce que comme vous avez vu, ça vous limite des interruptions, votre concentration elle va être là plus souvent, ça va être plus agréable même dans votre travail. Donc il faut les sacraliser, il faut protéger ces sessions. Et donc ça veut dire que ça passe par une acculturation de toute l'entreprise pour éviter d'être dérangé. Cette personne au nom imprononçable, même s'il a l'air très sympathique, a créé la notion du flow state. Le flow state, c'est une notion qui peut révolutionner le monde du travail, mesdames et messieurs. Parce que c'est une étude qui a prouvé les niveaux de concentration qu'on peut avoir pour être plus performant. Donc j'ai bossé cette conférence, on prononce ça Mihaly Csikszentmihalyi. Il y a des tutos YouTube pour apprendre à dire son prénom, véridique. Alors quand vous aurez passé 5 minutes à taper son nom et son prénom, vous allez pouvoir trouver des tutos YouTube pour le prononcer, parce qu'il a fait une recherche qui peut changer des choses au niveau international dans le monde du travail, mais personne ne peut le citer, c'est un peu con. Et donc en gros, il a résumé ça sous ce schéma qui n'est pas très lisible, je trouve. Bon voilà, difficulty, skill. Donc en gros, je vais vous le résumer à une phrase. Parce que vous l'avez tous et toutes vécu, j'en suis persuadé, mesdames et messieurs. C'est lorsque vous vous investissez dans un projet quel qu'il soit et que vous n'avez pas vu le temps passer. Est-ce que ça vous parle? Cette situation, vous avez plongé 2 heures dans un truc, vous levez la tête, faites « Ah, mais il est déjà minuit, par exemple. » J'en sais rien. Mais ça, on l'a quand au travail? Pas souvent. Et ça, ce flow state, qui est résumé sous ce schéma, je vais essayer de vous en parler parce que ça peut être une bonne matrice aussi pour répartir des rôles dans une équipe. En gros, imaginons qu'on ait une user story de petits points, donc difficulté basse. Et bien en fait, on va essayer d'aligner les compétences face à ça. Le problème, c'est que si vous mettez votre lead dev sur une petite tâche un peu pénible, ce qu'il faut falloir anticiper, c'est qu'il va s'ennuyer. En fait, c'est pas exceptionnel. Il va le faire parce que c'est pour le travail. Mais si ça devient répétitif, c'est un sentiment d'ennui que la personne va avoir. Après, si la tâche devient beaucoup plus difficile et que je file ça à un ou une junior, c'est l'anxiété. Alors l'anxiété, attention, c'est l'anxiété au sens de son papier, lui, de sa recherche, mais il va avoir une pression de dire comment je vais réaliser la tâche. L'incertitude de finir la tâche, je vous avais parlé de l'incertitude dans le contexte de travail, il y en a une là. Donc là, on va rentrer dans ce qu'il lui appelle, lui, l'anxiété. Interprétez-le comme vous voulez, le terme anxiété. Et après, derrière, l'idéal, c'est de pouvoir combiner difficulté et capacité. Et ça, un Scrum Master, il peut peut-être essayer de le faire en discutant, on peut le faire en rétro, etc. Et de la même manière, les tâches plus difficiles, pareil. Après, évidemment, il faut penser à la progression de chacun et chacune. Donc de temps en temps, il faut un peu faire changer les choses, mais c'est un point de repère qui n'est pas négligeable pour entrer dans des états de flow state. Et le flow state, on le retrouve ici dans ce qu'on appelle la Dev Experience. Le DevEx est une investigation à l'échelle solide, basée sur des études. C'est la même personne, Nicole Forsgren, qui a fait Accelerate et le framework Space, et c'est relativement solide. Donc le flow state est un des 3 piliers de la Dev Experience. Donc comme je vous ai dit, ce sentiment de vous plonger dans une tâche. Le deuxième pilier, les feedback loops. Alors j'aime beaucoup les boucles de feedback, les boucles de retour. Combien de fois on a eu du mal à trouver une information sur ce qu'on avait produit, ou trouver le bon log, le bon niveau de debug, la bonne information du premier coup et facilement. En gros, vous produisez quelque chose, vous ne savez même pas si ça se passe bien ou pas. Le fast feedback, c'est l'amplificateur qui accélère innovation et qualité selon la dernière investigation de novembre 2025, Frictionless, que je recommande. Vous pourrez regarder le livre à la fin. On a un petit problème humainement, c'est qu'on est très vite affecté par ce que j'appelle le biais de négativité. On a tendance, et on en a parlé encore ce midi avec des personnes liées aux conférences, on a tendance à apprendre plus vite des choses négatives ou qui nous angoissent plutôt que les choses positives. En fait, le fast feedback, obtenir la bonne information sur ce que j'ai produit pour me dire ça passe, et s'il y a un problème, vite corriger et apprendre, c'est important.
C'est important pour le cerveau humain. Et enfin, le dernier point, la charge cognitive. Alors, on en parle tout le temps. Une des définitions d'une neuroscience qui s'appelle neuroscientiste Aurore Malekaras. J'aime bien cette image. J'aime bien l'image de la stack. Donc au début, imaginons vous arrivez le matin, imaginons que voilà, on est sur empty, et puis arrivent les premiers éléments de la journée, charge cognitive qui se cumule. Et bien, au bout d'un moment, il faut savoir faire pop. C'est-à-dire qu'il faut savoir protéger sa charge cognitive. Et c'est ce qui est dit. Et la charge cognitive, comme il est défini, j'aime beaucoup cette phrase. Déjà, écrire du logiciel, voilà, c'est complexe. Pas la peine d'en rajouter. Moi, ce qui me dérange dans ce triangle, c'est mon petit coup de gueule à chaque fois que ce talk. Hein. En gros, on a dû attendre 2022 une étude avec du ROI derrière pour expliquer quoi. C'est quand même con. Hein. On explique à des gens que si les gens sont concentrés, qu'ils vont bien dans leur tête, et que derrière ils ont des retours sur leur travail, ils produisent mieux. C'est pas fou. Mais maintenant, c'est factualisé et il y a du ROI qui est montré derrière, donc ça permet à des gens d'investir là-dessus. Bref, c'était mon petit message. Bref, et la charge cognitive, etc. Et ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est qu'ils ont fait en 2023 un petit POC sur 20 entreprises, 200 développeurs, et ils ont eu les premiers résultats suivants. Donc les premiers résultats, parmi la productivité que tout le monde attend, un peu plus d'apprentissage lors du travail. Donc du temps d'apprentissage, du vrai temps d'apprentissage. Moins de dettes techniques dans le code, cool. Une meilleure qualité de code, ça c'est bien. Donc rappelez-vous la charge mentale sur votre mémoire court terme liée à ça. Et après, évidemment, de la profitabilité pour l'entreprise, parce qu'il faut aussi en parler, c'est important. Et donc ce fameux livre, Frictionless, que j'aime beaucoup. Donc Ami Loda, c'est un des fondateurs de GetDX et de la pensée d'Avex. Et ils ont fait un papier qui est sur ACMQ, que vous pouvez retrouver. Et également Nicole Forsgren, l'autrice d'Accelerate. Et voici les 7 points de friction. Alors, ce qu'on avait appelé des frictions, et je vous demande à faire l'exercice, mesdames et messieurs, c'est ce qui peut vous ralentir. Il y a un thème onboarding friction. J'ai du mal à trouver la bonne information, j'ai une documentation incomplète, etc. Bref, je galère à me lancer. Alors, ça peut être se lancer sur un nouveau projet. Ça fait 15 ans que vous êtes dans une boîte, vous avez un nouveau projet, et donc congruence, vous ne trouvez aucune information ou peu d'informations. Sur la code base, la code base mal maintenue, etc. L'intégration, donc si on parle d'API, vous attendez des données métiers, des jeux de données, etc. Toute l'intégration liée aux API. Les process, est-ce que c'est des choses qui peuvent vous ralentir? Tout le process de revue de code, un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps, j'ai une équipe qui n'arrivait pas à attribuer des reviewers, à dire la personne peut faire la revue. En fait, ça prenait du temps à attribuer la revue de code à des gens. Tout ce qui est lié au développement, donc l'intégration continue, etc. Et enfin, tout ce qui est déploiement dans le système. Et je vous propose un petit exercice en live et 3 questions seulement. On va prendre le temps. On a 6 minutes 30, on est large. Parmi ces 7 types de frictions, lesquelles vous ralentissent le plus au quotidien? Donc je vous les repasse. Onboarding, code base, integration, process, review, development ou deployment. Alors même les personnes qui ne font pas du dev, je pense que vous pouvez retrouver des éléments qui peuvent vous parler. Donc revue de code, évidemment non. Mais voilà. Parmi les personnes qui font du dev, prenez quelques secondes pour choisir qu'est-ce qui vous impacterait le plus selon vous. Ah, le bébé a choisi. Oui. C'est bon. Deuxième question. Quels sont les faits observables liés à ce point de friction? Qu'est-ce que vous pouvez dire qui fait que ça vous ralentit? Je ne parlerai pas des meetings, mais je le ferai quand même. Sur la partie process, moi, c'est souvent mon pain point. Des actions observables, claires, que même mon manager peut voir. J'ai trop de réunions. J'ai 2 réunions parallèles. J'ai pas d'informations me concernant. Pas d'ordre du jour, ça m'agace. Il ne faut pas travailler avec moi, il me faut un ordre du jour à chaque fois. Hein. Animation peu dynamique, c'est un peu dur ça, mais et pas d'action dégagée à la fin. Ah, il me manque un S, pardon. Pas d'action dégagée en fin de meeting. Par rapport au point de friction que vous avez choisi, essayez de dégager une action qui est réellement observable par rapport à ça. Un truc que tout le monde peut voir et qui est factuel. C'est bon ?
Dernière question. Ça, c'est un peu plus dur. Quels chiffres métriques vous pouvez associer à ces actions? Alors, si je prends les réunions, le nombre de réunions sur une semaine. Parce qu'en fait, il faut des chiffres à un moment. Si vous voulez sensibiliser des personnes, il faut des chiffres. Le nombre de réunions en parallèle, le nombre d'informations, de sujets qui me concernent, etc., etc., etc. Et lorsque vous avez tout ça en évidence, vous mettez en évidence tout ce qui vous ralentit. Et tout est lié. Souvent, tout est lié. Toutes les mesures sont liées. Et là, vous arrivez avec des arguments, avec des choses observables, et vous multipliez ça par votre coût horaire. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vite réagir. Surtout si vous êtes prestataire. On va prendre un TJM à 500 jours, par exemple. Bon, ça chiffre vite. Bref, parce qu'après, au bout d'un moment, le discours qu'il faut tenir, c'est relier le temps à l'argent. De toute façon, si vous voulez actionner des choses, c'est ça la prochaine action. Bref, voilà pas mal d'éléments qui, pour moi, vont être la suite 2026-2027. Le message que je fais passer, c'est que les entreprises qui n'investiront pas sur des choses comme ça, de près ou de loin, pour moi, c'est celles qui auront du mal à faire du rétention de savoir et de connaissances. Et ce n'est pas celles, à mon avis, qui vont survivre dans un marché aussi concurrentiel dans les années à venir. C'est mon point, on verra bien. Et pour moi, c'est des éléments qui sont vraiment très très bien. Et vous avez vu, je ne parle pas d'IA, parce que l'IA, pour moi, c'est non déterministe. Et aujourd'hui, on cherche un petit peu encore comment ça marche. Il y a le context engineering qui est en train de se dégager, de se démarquer avec le Be-Made Method, etc. Il commence à avoir une certaine stabilité, mais ce n'est pas encore ça. Surtout quand je vois la qualité du code qui est produit sur des projets collectifs. Sur du one-shot, c'est très bien. Sur du collectif, c'est pas encore ça. Bref, pour moi, l'élément le plus fort aujourd'hui, c'est garder du sens dans le travail. C'est pas simple. Ça, c'est pour moi le truc que je vais chercher à chaque fois. Et j'espère vous avoir éclairé et fait prendre conscience de choses qui vous affectent au quotidien et que dès lundi, au lieu d'aller taper l'épaule d'une amie ou d'un ami pour aller boire le café, juste vous dire je considère ton travail et je respecte, mais boire un café avec toi, c'est quand même cool. Ça fait une différence. Mais il y a un truc auquel je crois, c'est à cette situation. Si il veut bien, hop là, changer, c'est toujours nos responsables. Je crois beaucoup au rôle de l'engineering manager. Ça me plaît beaucoup, cette combinaison technique, parce que c'est des personnes qui ont compris, qui savent ce que c'est que la tech. Et je crois au manager qui arrivera toujours derrière nous. On fera toujours alt-tab, ça ne changera pas. Il ne nous tapera pas sur l'épaule, mais il nous demandera de quoi avons-nous besoin pour mieux travailler. J'y crois beaucoup. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Juste avant les questions, s'il vous plaît, pour Torrentech, pour moi, et parce que Hugo, mon coaché, a fait un super talk hier, il faut que je l'écrase. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner du feedback? S'il vous plaît. Et on a 2 minutes pour des questions, si vous souhaitez. Il faut que je répète la question, je suppose. Ouais. Oui. Ouais. J'ai plusieurs éléments de réponse, mais qui ne sont pas très pratiques en France. Donc la question était, merci. Vous avez vu, je suis tête en l'air. La question, c'est quand j'ai parlé tout à l'heure de dire non, comment on fait pour faire la même chose avec les autres services, sans froisser, quelles pourraient être les idées? Ça va, j'ai bien reformulé? Ça va? Ok. De mon point de vue, il y a 2-3 perspectives. La première, il faut, moi je crois beaucoup à l'approche produit, mais l'approche produit selon la Silicon Valley Group de Marty Kagan, qui s'appelle Inspired, où pour moi il faut mêler, lors de tous les points produits, il faut que l'ingénierie soit présente. Pour moi, ça crée un premier pont qui fait qu'on se met déjà d'accord et on apprend à travailler ensemble. Pour moi, il y a encore une césure métier-ingénierie qui est encore trop forte dans les entreprises. Et je le vois à travers les pratiques du DDD et du craft, où le seul atelier qui les réunit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'Eventstorming, qui est un atelier de Brandolini qui permet au moins d'avoir un vocabulaire commun. Je crois beaucoup au l'ubiquitous language, qui est une des notions du dictionnaire commun métier-ingénierie. Donc moi, c'est ma première brique.
Ensuite, il faut une volonté forte aussi côté DSI et le soutien du DSI sur cette démarche. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres difficultés, les engagements. Ils ont souvent des investisseurs qui demandent des rendements. Et le problème, c'est que lui-même, pour en côtoyer certains, ils font eux-mêmes comme ils peuvent. Le problème, c'est qu'il y a souvent la profitabilité. Et le problème, c'est que le changement, le court terme, le côté court-termiste des entreprises, j'ai du mal à le voir changer, surtout avec tout le fantasme qui est autour de l'IA qui renforce encore cette pensée. Et après, le dernier point, je vois beaucoup de technical leaders, d'engineering managers qui mettent les freins pour protéger leurs équipes. En expliquant au métier, justement, avec des choses comme ça, si vous faites ça, l'équipe va ralentir. Pourquoi? Parce qu'elle va être plus épuisée, etc. Tu rattaches ça à du TJM, à du coût horaire, et tu fais comprendre au métier que si on en rajoute plus, si on ne fait pas ces ponts, si on ne dit pas non, en fait, on devient moins performant et moins rentable. Le problème, c'est que très souvent, les commerciaux s'engagent avant de contacter l'ingénierie. Parce que les commerciaux ont la pression aussi de vendre. Et donc le problème, il est vraiment organisationnel. Donc le point de jointure, je dirais, c'est apprendre à mieux travailler entre métier et ingénierie. Et pour moi, l'atelier clé, c'est l'event storming. Et petit à petit, on peut peut-être créer après ça. Malheureusement, c'est très compliqué. Ça répond à la question? Je reste disponible, je serai quelque part, je pars vers 16h, avec grand plaisir de discuter. Merci beaucoup. Et des feedbacks, il faut que j'écrase Hugo, merci.